C'est vrai qu'il y a l'impérialisme qui est un adversaire, mais l'adversaire le plus imminent, le plus immédiat, le plus dangereux, c'est l'ennemi qui est juste à côté de toi, dans ta famille. Mais le constat est que au niveau du Burkina, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Quand je parle des refondations, des refonds de la société, c'est beaucoup plus profond. Si on reste sur les mêmes fondations, on veut construire une révolution, ça va pas prendre parce que il y a un certain nombre d'éléments essentiels qu'il faut regarder au niveau même de la mentalité des Burkinabés. Je fais des observations, je regarde, j'analyse la crise terroriste. Depuis Abidjan, hein, même avant d'être ici au Burkina, moi je fais des analyses, je fais des recherches, je mets un peu du temps. Mais je fais des constats qui sont amèrement locaux, endogènes, qui n'ont rien à voir avec l'impérialisme. Il y a des villages que moi je vois, le problème, les gens qui se sont mis dedans n'ont rien à voir avec un contact impérialiste. Chaque jour, le rapport sur l'état des armées africaines sont communiqués à Paris. C'est-à-dire, chaque matin, les états-majors des armées font le rappel de tout, font le rappel de l'effectif, la disponibilité des matériels, même le nombre de blessés, les soldats actifs. L'effectif du jour est communiqué à l'état-major français. C'est des choses qui sont, je vous le dis, mais c'est excellent d'entendre des choses cautionnées par des présidents africains, par des ministres de la Défense africaine pendant des décennies. Honnête respect, mes chers amours. Je suis de retour au Canada, je suis de retour chez moi dans mon petit studio et je suis très heureuse. Non pas parce que je suis revenue, hein, c'est pas ça du tout, parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer des personnes extraordinaires, des personnes intéressantes, accueillantes. Vraiment, j'ai passé un moment sur la terre des hommes et des femmes intègres qui vont me marquer vraiment de façon sempiternelle. Donc, sur ce, je vais vous présenter notre invité du jour, qui est un homme intéressant aussi. C'est un analyste et critique politique. Son nom, c'est Yamba Kabré. Il est d'origine burkinabé. Il vit en Côte d'Ivoire. Il a une fiche assez impressionnante de son parcours professionnel et il est collaborateur à Euronews, Africa News, 3TV, Watt FM du Burkina, Zoom Media Group du Congo. Il a participé aussi également à des débats sur l'Afrique, sur la chaîne BBC. Il est consultant, chroniqueur sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI en Côte d'Ivoire, sur BF1 TV, Omega TV, C360 et plein d'autres choses. Donc, vous savez, c'est quelqu'un qui s'y connaît en communication et qui fait beaucoup d'analyses politiques. Et donc, on a le plaisir de l'avoir avec nous et je suis certaine que ça ne va pas être la dernière fois. Donc, accueillons notre invité, Monsieur Yamba Kabré. Et je vous dis tous et toutes de rester branchés du début jusqu'à la fin parce que vos commentaires vont être vraiment importants à partager sur cette chaîne, la chaîne Manzé Chou Black. Bonne écoute. Honneur, respect, mes chers amours, comme j'ai eu à vous le présenter quelques minutes de cela. Donc, je rencontre Yamba Kabré qui va passer un petit moment, un moment très enrichissant parce qu'on va parler de choses qui nous regardent, des choses qui nous concernent. On va parler de politique parce qu'il est analyste politique et bien plus encore. Mais avant d'aller plus loin, on va passer un extrait d'un discours du président Ibrahim Traoré parlant de la situation actuelle concernant les banques, concernant les sacrifices qui sont obligés de consentir pour pouvoir régler certains problèmes sur le terrain. Alors, notre invité a eu la chance d'écouter un extrait de cette vidéo-là et d'emblée, nous allons mettre le ton. Je vais tout simplement vous présenter, comme j'ai eu à le dire, notre invité, Monsieur Kabré, qui va nous parler, qui va faire l'analyse, qui va discuter de la situation actuelle qui sévit sur le continent kéboulan et de ce qui se passe aussi au niveau du panafricanisme, car vous savez, il n'y a aucune lutte qui se fait seule. Il faut toujours avoir une certaine unité et nous sommes d'emblée, nous sommes dedans, comme ils disent ici au Québec. Alors, d'entrée de jeu, je vais demander à notre invité, Monsieur Kabré, s'il m'accorde cette l'aisance de le tutoyer comme je le fais avec tous mes invités et toutes mes invitées. Monsieur Kabré, comment allez-vous?
Je vais super bien. Je vais te permettre de me tutoyer. Et ça fait plus proche, ça fait plus africain, ça fait plus proximité. Et je suis à l'aise d'être tutoyé pour que nos échanges soient beaucoup plus cordiaux, beaucoup plus fraternels. Alors, merci beaucoup. Et donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes de cela, que pensez-vous de cette situation avec les banquiers? Pendant que j'étais au Burkina Faso, j'ai entendu certains entrepreneurs en parler. Alors, comment vous voyez, est-ce que c'est vraiment, ça pourrait être un frein à ce changement que le gouvernement d'Ibrahim Traoré veut instaurer, veut instituer au sein du Burkina Faso? Ce que le président du Faso est en train de dire, c'est quelque chose qui est vécu au quotidien au Burkina Faso. Malheureusement, quand nous parlons des changements de paradigme, des changements de comportement, des changements de mentalité, quand nous parlons de refonte de la société burkinabé, nous parlons de la création d'un nouveau Burkina avec un nouveau type de burkinabé qui retrouve et ou qui recouvre ces valeurs culturelles ancestrales traditionnelles imprégnées par le président capitaine Ibrahim Thomas Sankara, c'est-à-dire des valeurs d'intégrité, de probité, de don de soi, d'altruisme et d'honnêteté. C'est bien cela parce que le constat est clair que on a passé un certain temps, un certain moment à s'évaluer la face. On s'est évalué la face par rapport à certaines personnes ou certaines entités qui avaient la possibilité de se faire des fortunes par affinité ou par clanisme avec le pouvoir en place par le passé. Et certaines personnes, certaines de ces entités sont jaloux de certains acquis économiques, de certaines positions économiques qui ne permettent pas qu'on puisse répandre la richesse nationale à l'échelle populaire. Donc c'est normal, ce constat, il est vrai, il est éclairant et révoltant, mais c'est une réalité. Les Burkinabés, il y a certaines personnes qui arrivent à une position essaient d'étouffer les autres, essaient de, je vais même dire, censurer les autres pour juste rester à s'enrichir, à se faire une place au soleil, mais bien qu'ils pouvaient bien permettre à d'autres entités de bénéficier de bien plus pour l'ensemble. Donc c'est une réalité. Et au niveau des banques, je ne vais pas le nier, moi je fais des constats qui sont très amers parce que moi, étant au sein de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, j'ai fait des analyses, j'ai même fait des propositions à ce que les entreprises, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises cotées en bourse qui ont les moyens, les possibilités, puissent parrainer les jeunes entrepreneurs, les jeunes étudiants, les jeunes de la diaspora, afin qu'ils puissent bénéficier des financements pour élaborer des projets structurants et développer l'économie. Parce que pour moi, le développement d'un pays ne peut pas se limiter à quelques-uns. Il faut structurer, il faut planifier le développement pour que, à des échelles intermédiaires, il y ait d'autres qui émergent du fond du trou et qui sortent de la tête de l'eau. Malheureusement, le constat est qu'il y a certaines entreprises bancaires qui étouffent des projets d'autres jeunes, des jeunes qui viennent les voir, qui demandent des prêts pour des financements de projets. Les jeunes exposent les projets, et après ils prennent des prêts. Les banquiers arrivent à faire une gymnastique pour empêcher que ces créanciers puissent respecter les délais de remboursement et ces entreprises bancaires récupèrent ces projets à leur propre compte. Et ça, c'est une réalité implacable dans le système de Burkina depuis des décennies. Et c'est tout ça qu'on aimerait voir changer avec la dynamique de la deuxième révolution burkinabé. Donc, pour dire vrai, ce que le président dit est juste, malheureusement, c'est une triste réalité. Pendant que j'étais là-bas, il y a eu 2 tentatives de coup d'État. Je dois avouer que le gouvernement, le ministre de la Défense et tout ça ont fait réellement preuve d'une maturité, de stratégie hors pair parce que pour les visiteurs qui étaient là, ils n'ont pas su vraiment ce qui se tramait à ce moment-là. Alors, dans un climat aussi difficile, j'aimerais que tu nous expliques ce que toi, tu as vécu, ce que tu sais, parce que tu es burkinabé, mais vivant en Côte d'Ivoire. Est-ce que réellement on parle de difficultés tangibles sur le terrain ou est-ce que ce sont des gens qui sont juste paranoïdes et puis qui en font plus qu'il en est? La réalité est que tout régime politique n'est absolument à l'abri des tentatives de déstabilisation. Même les régimes politiques les plus démocratiques, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, les régimes ne sont pas sous
sous l'abri des tentatives de déstabilisation. Et c'est d'autant plus vrai pour le régime de Ouagadougou qui, en quelque sorte, fait une rupture avec un système millénaire, disons centenaire, qui fait que la plupart des présidents africains prennent certaines de leurs décisions depuis l'Hexagone. On a le malheureux constat de voir certains conseils des ministres dictés dont les sujets sont proposés depuis l'Occident. Il y a des décrets, des décisions qui sont souvent prises mais qui ne voient pas d'effectivité. Il y a des conventions ou des séminaires qui sortent des résolutions pertinentes qui puissent impulser le développement de l'Afrique mais qui ne voient pas le jour quand ça arrive à leur phase d'exécution. Par exemple, là, je fais une parenthèse pour faire une digression qui est vraiment très récurrente, une confidence d'un haut gradé de l'armée qui nous faisait savoir comme ça que par le passé, chaque jour, le rapport sur l'état des armées africaines sont communiqués à Paris. C'est-à-dire, chaque matin, les états-majors des armées font le rappel des troupes, font le rappel des effectifs, la disponibilité des matériels, même le nombre de blessés, les soldats actifs. L'effectif du jour est communiqué à l'état-major français. C'est des choses qui sont, je vous le dis, mais c'est effrayant d'entendre des choses cautionnées par des présidents africains, par des ministres de la Défense africaine pendant des décennies. Donc, cette possibilité de rupture qui casse cette codes et qui entame une nouvelle dynamique de rupture, normalement, on ne peut pas être à l'abri de tentatives de déstabilisation. Sauf que, personnellement, je ne suis pas stratège militaire, mais pour moi, je me suis dit que l'avantage que le capitaine Ibrahim Traoré avait était qu'il avait déjà l'adhésion populaire d'un certain nombre d'opinions africaines et burkinabées pour amorcer une révolution. Voilà pourquoi, dès le départ, moi, je fait des propositions pour qu'on ne pas dans l'optique d'une transition, mais que les assises puissent entamer une révolution pure et dure. C'est-à-dire que les assises, les résultats des assises, les recommandations qui devaient sortir de la première assise après le 30 septembre 2022 devraient être des assises pour instaurer une révolution burkinabé, celle que nous avons toujours attendue après le décès de Thomas Sankara. Mais malheureusement, on a tergiversé avec transition, les deuxièmes assises, ainsi de suite. C'est maintenant que le régime assume pleinement ce que nous avons toujours souhaité, ce que nous avons toujours réclamé, ce que nous avons toujours demandé, c'est-à-dire une révolution populaire progressiste. Donc, cela va sans dire qu'il y a des intérêts qui sont menacés à l'interne comme à l'externe. Et c'est bien évident que ce régime-là fasse l'objet permanemment de tentatives de déstabilisation. Mais le comble est que au niveau local, malgré cet enthousiasme, malgré cette aspiration manifeste de la population, on n'a pas réussi vraiment à instaurer la révolution dès le départ, à faire adhérer le maximum de Burkinabés qui n'attendaient que ça, à faire une sorte d'union sacrée et surtout à créer un contenu local de la révolution. Moi, je vois des panafricanistes défiler au Burkina comme vous. Je ne m'en plains pas, j'en suis heureux, j'en suis fier. Mais la révolution burkinabé devrait avant tout intéresser les révolutionnaires burkinabés locaux qui mènent ce combat depuis des décennies au risque et au péril de leur vie. Pour que ces idées se mettent ensemble, faire une sorte de brainstorming pour remettre les idées ensemble en vrac et les réorganiser, les structurer et donner un contenu scientifique pérenne et durable de la révolution avec un programme holistique qui prend en compte tous les aspects dont les populations rêvent depuis des décennies et cela va faire une adhésion pérenne. Ce qui fait que toute tentative de déstabilisation va se heurter à une opinion publique défavorable à tout moment. Mais si on est prend garde, l'opinion publique peut se dégrader au fur et à mesure et ces tentatives de déstabilisation pourraient prospérer un jour ou l'autre, parce que nous ne souhaitons pas. Que nous n'espérons pas. Aujourd'hui, ça nous revient encore beaucoup que beaucoup de banquiers refusent d'accompagner ceux qui gagnent des marchés de l'État et tout ça. Bon, on est là-dessus, il faut que les gens changent de fusil d'épaule. Il faut que ça change, parce que beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts, ils se partagent. Non.
Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? La dette intérieure, là, on va payer ça. Cette fin du mois-là, l'argent là va rentrer. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, en fait, explique l'idée que les panafricanistes, on les voit vraiment porter l'étendard de cette résistance-là et qui font énormément pour que, en fait, cette voie vers la souveraineté soit tangible et qu'à l'intérieur, le gouvernement heurte encore avec quelques récalcitrants qui refusent de se laisser aller et de suivre cette mêlée de souveraineté, de liberté totale en termes de la prise en charge des ressources du pays par et avec les Burkinabés. Ben, pour aller dans un sens qui va peut-être pas plaire à tout le monde, je dirais que toute révolution veut d'abord être locale. C'est vrai que des panafricanistes à travers le monde peuvent porter le message, peuvent faire des actions de soutien, peuvent défendre. Ils le font avec maintenant la possibilité des réseaux sociaux. Il y a une certaine communication universelle qui permet à tout le monde de chaque petit contrée du monde de pouvoir se prononcer, appuyer, soutenir la révolution burkinabé. Mais ce ne sont pas des acteurs actifs de la révolution burkinabé. La révolution burkinabé devrait d'abord être portée par ceux qui la vivent au quotidien, être rassurés. C'est-à-dire, moi je dis toujours, on n'a même pas besoin de forcer les Burkinabés pour adhérer à la révolution. Il faut juste une dynamique soit impulsée et les gens vont s'allier de façon naturelle parce que c'est très attendu par tout le monde. Les gens veulent le changement, les gens veulent la rupture avec des méthodes anciennes qui ne permettent pas un développement holistique et un partage de richesses équilibré. Les gens veulent rompre avec une certaine manière de faire de la politique qui date de décennies et qui n'ont pas porté des choses. Mais pour y parvenir, il faut déjà que le pays puisse créer son contenu révolutionnaire avec des Burkinabés impliqués, imprégner des réalités au quotidien. C'est vrai qu'il y a l'impérialisme qui est un adversaire, mais l'adversaire le plus imminent, le plus immédiat, le plus dangereux, c'est l'ennemi qui est juste à côté de toi, dans ta famille. Mais le constat est que au niveau du Burkina, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Quand je parle des refondations, des refonds de la société, c'est beaucoup plus profond. Si on reste sur les mêmes fondations, on veut construire une révolution, ça va pas prendre parce que il y a un certain nombre d'éléments essentiels qu'il faut regarder au niveau même de la mentalité des Burkinabés. Je fais des observations, je regarde, j'analyse la crise terroriste. Depuis Abidjan, même avant d'être ici au Burkina, moi je fais des analyses, je fais des recherches, je mets un peu du temps. Mais je fais des constats qui sont amèrement locaux, endogènes, qui n'ont rien à voir avec l'impérialisme. Il y a des villages que moi je vois, le problème, les gens qui se sont mis dedans n'ont rien à voir avec un contact impérialiste. Mais ils sont motivés par d'autres sujets à se rebeller, à se révolter. Il y a des problèmes sous-jacents dans les communautés. Il y a des problèmes sous-jacents dans les régions, dans les villages, avec les gens. Et les gens ne parviennent pas à vraiment créer une nation famille où les gens se regardent en disant qu'on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des contingents, des divergences, on peut avoir des avis partagés, mais l'intérêt général est le même pour nous tous et nous avons une famille qui est Burkina et nous devons travailler à ce que ce nom Burkina puisse être porté par chacun d'entre nous. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Même dans les familles, vous faites un mois à Ouaga ou un mois au Burkina, dans les familles, que ce soit en ville, en situation urbaine ou en situation rurale, vous allez voir des problèmes pendants dans les familles, des problèmes vraiment sérieux qui pendent entre les membres d'une même famille, entre les membres d'une même communauté, entre les membres d'une même religion, entre les membres d'une même famille. Ce sont ces choses qu'il faut regarder avec un œil vraiment divin pour pouvoir les atténuer, pour pouvoir les diminuer, pour permettre à ce que la vision commune de la révolution puisse être épousée par tout le monde. Mais si on ne regarde pas
le problème au plus petit niveau, c'est-à-dire au niveau de l'infiniment petit, et qu'on veut voir les choses juste au niveau de l'infiniment grand, on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes parce que le diable est dans les détails. C'est sûr, il y avait des problèmes existants bien avant la venue de ce groupe de gouvernants. Alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire de façon concrète justement pour atténuer ces conflits qui existaient et qui continuent d'exister et qui gangrènent en fait cette mouvance-là? Bon, il n'y a pas de recette magique. Comme moi je l'ai dit, c'est ma pensée, c'est ma conviction. Hein. Bon, depuis mon enfance, j'ai toujours été quelqu'un de très sceptique. Moi, je convoque toujours l'histoire pour interroger les réponses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'adapte aux réponses acquises, aux conventions toutes faites. Moi, je m'interroge, je fais jouer mon intelligence le plus pleinement possible jusqu'à l'intuition. Et je ne me contente pas de données extérieures collées à ma vie. Donc, je vais faire toujours des analyses au niveau intellectuel et même métaphysique pour envisager des solutions durables. Parce que, comme je l'ai dit, l'intelligence n'est pas quelque chose de fini. Même Dieu n'est pas quelque chose de fini. Voilà pourquoi on dit Dieu est infini. Dieu n'est pas une entité qui est finie, qui est clôturée, qui est conclue. Dieu est quelque chose en permanence, dynamisme, en permanence, en mutation perpétuelle. Voilà pourquoi Dieu c'est une entité sans début, sans fin. Voilà. Donc l'intelligence aussi pareil. L'intelligence que vous aviez hier, bon, c'est toi que tu avais hier n'est pas la même intelligence aujourd'hui. L'intelligence s'améliore et à mesure. Et chaque fois qu'on avance, qu'on évolue, on fait un pas en avant. Donc, ces réalités qui sont nôtres aujourd'hui peuvent trouver des solutions aussi facilement quand on a la capacité de faire des diagnostics sérieux et d'opter pour une nouvelle dynamique avec une stratégie qui impacte et qui implique tout le monde. C'est vrai, les divergences vont pas manquer, les contingences vont pas manquer, mais dans une logique révolutionnaire actuelle pour le Burkina où on veut impacter et inspirer les autres pays africains, on doit regarder les problèmes au détail près et faire en sorte que ce que nous apprenons soit quelque chose de révolution, pas de révolution. On parle de ces révolutions. Je n'ai rien dit, ça veut dire simplement changement. Une révolution, c'est juste un mot qui veut dire changement. Quand on parle de changement, ça veut dire quoi? On change quoi? On change des choses qui ne sont pas utiles, que ce soit les conventions, les trucs, on change des choses qui n'ont pas fonctionné pour nous. Notre bien-être individuel et général. J'ai toujours l'habitude de le dire, des intelligences qui n'apportent pas de changements ne sont d'aucune utilité. Quand on est intelligent, on réfléchit, on propose, on doit pouvoir amener à changer les situations qui nous sont défavorables. Il n'y a pas un Dieu qui va venir faire ça à notre place. Satan n'est même pas quelqu'un qui a une réalité qui peut nous empêcher de décider de ce qui est bien pour l'humanité. On peut le faire déjà au niveau national et impacter au niveau international. On peut recréer le monde à partir de Burkina Faso. Et pour y arriver, c'est très simple. Les stratégies doivent être bien menées et bien étudiées et impliquer les personnes qui sont à même de réfléchir. Il y a des gens il y a des cerveaux qui réfléchissent. Moi, je l'ai toujours dit, peut-être je n'ai pas l'avantage d'être de ceux qui savent faire des finances, qui savent faire de la richesse matérielle, mais je suis quelqu'un qui fait produit de la réflexion. Peut-être que ça ne me profite pas à moi financièrement pour que l'impact ça soit visible pour dire, bon, voilà ce qu'est son intelligence comme résultat. Mais mon intelligence sert à des gens, à des entités politiques, nationales, internationales, à des entreprises. Pourquoi? Parce que je produis et l'intelligence à partir d'analyse, des recherches, des déductions, des intuitions. Et ces personnes-là font légion au Burkina aujourd'hui actuellement. Ces personnes-là existent. Ils sont un peu partout dans la diaspora burkinabé, un peu partout aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Mali et partout. Ces personnes-là doivent pouvoir faire, comment on appelle, rappel de compétences. On fait des rappels de fonds, c'est vrai, mais il faut faire ces rappels de compétences, mettre ces personnes-là ensemble pour qu'ils puissent réfléchir à comment refonder l'État, à refonder le Burkina, à refonder la société burkinabé, pour que tout ce qu'on entreprend comme action politique puisse aller comme sur des roulettes. Sinon, il n'y a pas de solution magique, c'est à nous de le vouloir et on peut y arriver. Même les questions terroristes sont des questions qui peuvent se résoudre aujourd'hui. Et le départ, j'ai dit, il faut une communication. Moi, je ne vois pas l'utilité des chefs de communauté, des chefs religieux, des guides religieux à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, pendant que certains qui sont
Et les fidèles sont dans la brousse en train de semer, comment on appelle, l'amertume dans les familles musulmanes, dans les familles chrétiennes, dans les familles, bon, et que ces personnes-là ne soient pas capables de porter une communication qui puisse amener à ce que ces personnes-là d'eux-mêmes sachent qu'ils sont dans la mauvaise voie ou bien que ce n'est pas nécessaire nécessairement d'en arriver à faire ce genre de crimes parce que ça ne profite à personne. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire son palabre. Aucune personne ne peut ôter la vie à quelqu'un au nom de Dieu. Ce n'est pas possible. Si Dieu nous veut aussi, pourquoi la vie est expédiée et qu'il y a la possibilité et qu'on vive, qu'on soit libre. Même nos traditions ne sont pas des traditions fermées. La preuve, l'homme a la liberté de quitter sa tradition pour se convertir dans une autre religion. De même, on peut quitter une religion pour une autre religion. Donc, Dieu n'a pas fermé ses options. Donc, si Dieu avait voulu que les gens soient seulement musulmans, qu'ils soient chrétiens ou soient tout, il n'aurait pas créé ces possibilités-là. Donc, on ne peut pas prétendre vouloir faire un combat pour Dieu pendant qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Dieu qu'on ne voit pas, on porte sa croix et on fait des dégâts au sein de nos communautés en prétendant travailler pour Dieu. Et il y a des guides religieux qui sont imprégnés de la valeur paisible de l'islam et qui ne peuvent pas risquer leur vie ou sensibiliser pour porter cette communication au sein de ces groupes terroristes. Je trouve que c'est un peu paresseux. Si je comprends ton raisonnement, c'est de dire que le gouvernement n'a pas impliqué autant les chefs traditionnels, communautaires, religieux et tout et tout. Il n'inclut pas certains acteurs importants qui puissent et qui peuvent porter le message ou influencer positivement le reste de la population vers cette... Darren, je vais te dire quelque chose. Moi, depuis le début de la crise, déjà en 2014, je pense, avec les premières attaques terroristes à Ouaga et autres, j'avais déjà décliné l'approche qui permettait d'étouffer ce mal à la racine dès le départ. Et j'étais toujours de ceux qui ont dit depuis le début que cette guerre devrait se gagner au niveau de la communication et de la diplomatie. Et on pouvait gagner cette guerre tout simplement au niveau de la communication et de la diplomatie, sans avoir à déployer tout ce qu'on est en train de déployer aussi comme ressources humaines, comme ressources financières, comme équipements militaires et tout aussi. Parce que au départ, c'était quoi? C'était des entités inconnues qui faisaient des attaques sensationnelles pour attirer l'attention, pour créer la peur, la panique, la paranoïa et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, on a laissé ce phénomène transformer est devenu pratiquement un phénomène social. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu social. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et on ne peut plus aujourd'hui être capable de dire qu'on va en finir en ayant détruit la dernière base terroriste ou en ayant tué le dernier terroriste. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que les entités qui se sont impliquées, la communication qui n'a pas fonctionné a permis que des entités qui n'y étaient même pas intéressées s'y investissent aujourd'hui. Et d'autres bien malins en profitent pour faire du business. Moi, je l'appelle aujourd'hui, c'est vrai, c'est très mal, mais il faut le reconnaître et avoir le courage de l'avouer. Il y a des gens qui en profitent et qui ne veulent pas que ça finisse à tous les niveaux. Et ça devient très complexe, très compliqué. Mais si on ne réarme pas, on ne se réarme pas de nouvelles stratégies, on ne réadapte pas nos stratégies, je pense que c'est très compliqué, c'est très complexe. Je vous dis, depuis 10 ans que j'observe la crise, j'ai presque l'impression, j'ai la faiblesse de voir qu'on n'a pas évolué bien le temps en termes de stratégie. C'est comme on est attaché qu'à la seule stratégie du début jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus que la seule stratégie depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. Mais la crise a évolué, le terrorisme a évolué, le djihadisme c'est devenu communautaire, c'est rentré dans les mèches maintenant, c'est rentré même dans la mentalité de certains qui sont à Ouaga, à Bobo, dans les grandes villes, ils sont assis, ils cautionnent, ils partagent. Bon, je ne sais pas quoi, si il y a une certaine, c'est une prospérité, mais c'est dans le quotidien aujourd'hui. Donc, on ne peut pas rester attaché à la même stratégie du départ jusqu'aujourd'hui. Il faut évoluer, il faut réfléchir, il faut peser les méninges pour essayer d'éradiquer ce mal qui n'a que trop duré. Communauté, comme je l'ai dit, les chefs de communauté religieuses traditionnelles ou associatives qui sont dans les localités proches de ces nids de terroristes-là devraient être impliqués depuis le début pour aller même à la. Ça coûte quoi un guide religieux qui a des contacts avec les gens? Parce qu'il y a des villages, les gens viennent et puis ils parlent avec les villageois, ils parlent avec le chef et puis ils donnent des conditions, vous videz le village aujourd'hui, sinon on vient de mettre. Mais il faut établir ces personnes-là, ces entités dans un village. Moi, je suis là, les gens viennent me dire de quitter le village. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent que je quitte parce qu'ils veulent créer l'émotion, la confusion.
confusion, la peur pour effrayer, pour porter la responsabilité au régime en place. Non, c'est pas le régime. Prenons le cas du régime Ibrahim Traoré. Ils sont venus au pouvoir en 2022. C'est pas eux qui ont créé le terrorisme. Donc, si les terroristes de 2014-2015 ne peuvent pas en vouloir au pouvoir d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas le pouvoir d'Ibrahim Traoré qui a créé le terrorisme. Donc, ils étaient là, ennemis, c'était qui? Qui est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils voulaient prendre le pouvoir pour établir un État islamique? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre le pouvoir pour gérer autrement? Est-ce qu'ils ont un leader politique qui était derrière? Est-ce qu'ils ont un projet politique? Est-ce qu'ils ont un programme social? Est-ce qu'ils ont quoi? Mais si ils n'ont pas que ça, ils n'ont rien de tout ça. Pourquoi ils peuvent venir et puis des villageois, des chefs traditionnels vont leur dire, OK, c'est que vous venez nous dire là. On quitte le village, ou bien on fait ceci, on fait cela. Non, et le courage de poser avec eux pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous nous proposez au juste? S'il faut en mourir, on en meurt. Mais il faut que des gens aient le courage de leur parler. Qui est votre chef? Qui fait quoi pour vous et quoi? Mais il y a des gens qui ont eu ce courage qui disent, non, ces villages-là, on ne bouge pas. C'est vrai que les gens font tout pour aller dissuader, pour aller faire des actions spontanées. Parce que le terrorisme, c'est la peur, créer la peur maximum permanente pour que les gens ne puissent pas pouvoir vivre tranquillement. Mais il y a des gens qui ont risqué ça pour dire non, nous, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Nos enfants ne rentrent pas là-dedans. Oui, mais si on avait fait pareil, est-ce qu'aujourd'hui, on aura eu ces personnes qui pullulent aujourd'hui dans la bouche, on en tue tous les jours, mais on n'en finit pas. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on en tue d'autres, il y a d'autres qui reviennent. Quand est-ce la fin? Pendant ce temps, la guerre crée des conséquences économiques dans les familles, au sein des communautés, au sein des villes et des villages. Même en art militaire, c'est conseillé qu'une guerre qui perdure finit par épuiser les caisses de l'État, finit par épuiser les caisses du roi et finit par jouer sur le quotidien des populations. Bon, dans un tel chaos qu'on essaie de régler, qu'on essaie de contrôler, quelles seraient les perspectives en fait pour le gouvernement et pour le peuple burkinabé qui, je crois, a cette envie-là de voir matérialiser cette deuxième révolution dont on parle? Je pense que du côté des dirigeants, il y a la bonne foi et les dynamiques sont très bonnes. L'élan aussi est bon parce que en même temps qu'on fait la guerre, on essaie de développer, on essaie de créer le développement à côté. On essaie d'accompagner des projets innovants, des projets d'industrialisation du pays, des projets de modernisation de l'agriculture pour permettre aux paysans d'avoir des champs labourés, de renforcer la productivité au niveau agricole, permettre à ce que ceux aussi qui sont dans des zones enclavées puissent avoir des barrages réhabilités. Parce que quand vous faites le tour du Burkina, vous avez des endroits où il y a des barrages qui autrefois étaient utiles et rentables. Et aujourd'hui, là, les barrages sont ensablés, c'est bouché. Ça crée des situations terribles. Je suis allé dans une région récemment où il y a un barrage qui a cédé ou qui a, comment on l'appelle, et qui crée toute une désolation sur son trajet. Et il y a des barrages qui ne peuvent plus retenir l'eau pendant une bonne période. Quand aujourd'hui le gouvernement a entrepris de réhabiliter ces barrages et rénover, de restructurer pour permettre que ces barrages puissent avoir des possibilités de création de pôles agricoles et ainsi de suite. Il y a aussi le fait qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on crée des programmes comme Sasso Mebo, d'autres initiatives présidentielles pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre d'avoir de l'accompagnement, de l'encadrement, de la formation, ainsi de suite. C'est bon. Mais également aussi, il y a le côté diplomatique qui s'est hisse à un niveau où on peut porter le message, mais c'est pas encore suffisant. Pour moi, ce qui pourrait aider encore davantage, c'est de permettre à que la voie de la deuxième révolution soit portée dans les entités où ça doit se faire. Moi, j'ai toujours apprécié Sankara parce que moi, j'étais très jeune. Moi, j'ai commencé l'école primaire pendant la révolution de Thomas Sankara et après, je suis coïncidé avec la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Donc, ça a forgé mon panafricanisme et mon africanité depuis cette tendre enfance avec un concept aussi sceptique. Moi, j'ai toujours été sceptique et aussi anticonformiste depuis mon enfance. Donc, ça m'a aidé à forger ma démarche révolutionnaire et panafricaine. Et quand je regarde le temps de Sankara, Sankara allait partout. Sankara portait la voix de la révolution partout dans les institutions internationales, là où
il faut faire porter la voix du Burkina. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est sous un blocus, on dit c'est un régime militaire. Pourtant, il y a des régimes militaires qui rentrent, qui sont reçus à l'Élysée, qui sont reçus à Washington, et ainsi de suite. Maintenant, si nous, par exemple, on n'a pas la possibilité et nos dirigeants politiques puissent aller dans cette tribune, il faut créer cette dynamique des jeunes révolutionnaires panafricanistes comme vous et moi, qu'on soit outillés, dotés des possibilités, des moyens pour porter la voix de la révolution là où il faut pour que l'autre volet de la crise qui est l'impérialisme puisse s'atténuer parce que nous ne pouvons pas gagner le combat seul. En étant assis ici, en nous armant, on ne peut pas gagner une puissance militaire avec nos armes qu'on achète avec elles. C'est pas possible. Mais on peut utiliser des stratégies alternatives pour porter la voix de la révolution au point où c'est eux-mêmes, les intelligentsia, c'est-à-dire les élites qui vont commencer à dire, ou bien les opinions publiques qui vont commencer à dire ce qui se passe au Burkina est extraordinaire. Vous ne devez pas continuer à martyriser les pays africains comme ça. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Le débat va commencer à se poser dans leur propre Assemblée nationale, dans leur propre Sénat, dans leurs propres institutions. Et ça va commencer à faire un tollé au sein des institutions internationales. Et la donne va changer. Et aujourd'hui, quand on parle des Jean-Jacques Dessalines, les gens apprécient et valorisent le résultat de la victoire de Jean-Jacques Dessalines, mais j'oublie que Jean-Jacques Dessalines, à l'époque, a fait preuve de maturité intellectuelle. Il a pratiquement capitulé. Quand les forces françaises de Napoléon Bonaparte avaient vaincu Toussaint Louverture et puis l'armée haïtienne, mais il a pratiquement coopéré avec l'armée française, mais en élaborant une stratégie de force capitulation. Et dans cette stratégie de force capitulation, il a réussi à détourner les armes de l'armée française, à former les villageois qui ont compris la finalité de son combat. Bien qu'il faisait des massacres pour le compte de l'armée française, il attaquait, il a fait des massacres au nom de l'armée française. Mais plus fait, dans le fond, sa stratégie avait une finalité de libération de l'Haïti, de l'indépendance de l'Haïti. Certains ont compris le concept et ils l'ont accompagné dans sa stratégie de force capitulation au point où il a réussi à emmagasiner des armes dans des points stratégiques, où il a réussi à former les villageois dans des points stratégiques. Et quand il a entamé la révolte, c'était facile de vaincre l'armée de Napoléon Bonaparte. Et c'est ce qui fait aujourd'hui fierté des Africains pour avoir réussi à faire cette première indépendance d'un pays africain, pays noir. C'est tous ces symboles-là qui a permis aux autres aussi de pouvoir emboîter le pas à Haïti pour pouvoir réclamer l'indépendance. Mais il a fallu ce sacrifice, il a fallu ces stratèges de force capitulation de Jean-Jacques Dessalines pour parvenir à ces résultats probants. Donc, l'un dans l'autre, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas être figé sur une seule stratégie. Il y a deux éléments qui sont essentiels dans toute quête de liberté, d'indépendance, c'est la force ou la ruse. Quand on n'a pas la force, il faut utiliser la ruse. On ne peut pas à tout moment gagner avec la force. Il faut y mettre la ruse. Et quand c'est nécessaire de ruser, il faut ruser. Quand on n'a pas la force, combat où le rapport de force est déséquilibré, il faut faire jouer d'autres intelligences pour pouvoir parvenir à une victoire certaine. D'accord. Alors, donc, il nous reste pas beaucoup de temps pour cet entretien-là, mais avant de le faire, je vais juste regarder ce qui se passe au niveau international parce que tu as mentionné certains éléments assez importants et qui devraient en fait susciter notre analyse ou notre regard différemment. Je crois que justement Ibrahim Traoré n'a pas le luxe qu'avait Sankara à certains points. Et dans la mesure que Sankara, comme tu as dit, il y avait beaucoup de possibilités de sortir, de communication, de sortir et sortir aussi une communication claire, concise pour les colons de l'époque. Et là, on voit que Ibrahim Traoré continue aussi sa communication d'une autre façon, qui est supportée plus, contrairement à Sankara, par des Burkinabés de la diaspora et évidemment par les panafricanistes. les panafricanistes. Merci. Le mot me manquait. Donc ça veut dire qu'il y a une autre stratégie qui est là. Est-ce que selon toi, les Burkinabés de la diaspora ainsi que les panafricanistes ont fait assez justement pour porter cette voie révolutionnaire à travers le monde et du coup donner plus-value à cette mouvance et indépendantiste, à cette mouvance souverainiste?
Ok, je vais encore choquer avec ta question pour la conclusion qui va nous permettre de chuter sur de nouvelles perspectives positives. Mais je vais choquer déjà en disant que, et ce qui se passe très souvent dans les entités révolutionnaires ou pas, c'est qu'il y a deux regards. Il y a le regard de l'intérieur et il y a le regard de l'extérieur. C'est un peu comme les religions. C'est un peu comme les religions. Il y a le regard interne, il y a le regard externe. Les gens sont souvent des très bonne foi. Ceux qui regardent de l'extérieur sont motivés, convaincus d'une démarche, d'une dynamique, d'une aspiration souhaitée. Et de l'intérieur, il y a souvent un décalage. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure quand je parle de l'appropriation de la révolution, d'abord par les Burkinabés pour lui donner un contenu local. Le discours sort, ceux qui sont de l'extérieur apprécient le discours, valident le discours, accompagnent le discours, se réapproprient le discours et le ventilent, comme on appelle, à volonté. Mais en interne, quand les éléments concrets, endogènes, internes ne permettent pas que des voix de l'intérieur puissent aller à l'extérieur, accompagner ces voix panafricanistes de dehors pour donner des éléments essentiels, des éléments pratiques, concrets de ce qui se fait en interne pour dire voilà comment nous avons construit notre révolution, voilà le contenu de notre révolution, voici les éléments que, de façon scientifique, comment nous organisons notre révolution. Quand ce n'est pas fait comme ça et que les gens de dehors regardent, apprécient le discours, applaudissent le discours, très souvent il y a un décalage. Et ce décalage, très souvent, quand de l'intérieur, comme on appelle, les attentes ne sont pas comblées et que la critique commence à sortir de l'intérieur, ça décourage ceux qui s'étaient donné corps et âme à l'extérieur. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il faut qu'on se réapproprie cette révolution par des entités locales qui savent les réalités au quotidien des Burkinabés, qui savent qu'est-ce qu'il faut changer. Parce que comme on le dit, l'ennemi de la maison est plus dangereux que celui de dehors. L'ennemi de la maison, c'est celui qui dort avec toi matin, midi, soir. Si tu n'as pas réussi à convaincre ta femme de la pertinence de tes projets familiaux, tu ne pourras pas aller dire dehors que tu veux faire le bonheur du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau interne, on arrive à donner une dynamique qui est suivie, qui est acceptée, qui est comprise par tout le monde. On a la facilité de convaincre ceux de dehors. Même quand il y a des attaques, quand je dis des attaques, je ne parle pas d'attaques armées, je parle des attaques au niveau de la communication, quand il y a des contradictions, quand il y a des détracteurs qui sortent des choses pour déstabiliser ou bien pour essayer l'action qui est menée. Il y a des gens de l'intérieur qui sortent avec les éléments probants, clairs, pour dire voici ce qui s'est fait, voici les éléments de ce qui s'est fait. Sinon, quand c'est juste les gens de dehors qui ne font que répéter, à la limite, on se retrouve dans une ambiance de discordance, de situation, de décalage. Je parle de décalage. Il y a la réalité qui est peut-être vécue autrement par ceux qui sont en interne et il y a la réalité qui est vantée, mais qui est applaudie dehors et ceux qui, de l'intérieur, qui vivent la chose, quand ils arrivent à porter la voix autrement, pour contrarier ceux qui applaudissent dehors, ça discrédite l'action pour dire, mais écoute, nous, on pensait qu'ici, la c'était déjà fait, c'est comme ça, et nous, on pensait qu'ici, c'est bon, on pensait qu'ici, c'est bon, on pensait qu'ici, c'est comme ça. Donc, il faut toujours solidifier, consolider au niveau familial, au niveau national, au niveau local. Et le reste, là, ensuite, ça prend. D'accord. Alors, on aura le temps de revenir plus longuement à d'autres sessions. On reviendra certainement parce que, comme tu sais, cette chaîne est consacrée totalement à ce pont, le pont tangible que nous voulons accroître et maintenir entre le continent Alkebulan et les afro-descendants de partout. Alors, donc, c'est sûr qu'il va y avoir ces rotations-là, c'est des invités qui vont revenir, y compris toi. Je tiens absolument à te remercier pour cette amabilité et à accepter aussi rapidement cette invitation-là. Donc, on va y revenir, c'est certain. Sur ce, je vais juste simplement te demander tes paroles de sagesse pour conclure cette émission. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est dire qu'on a la possibilité de bien faire et de mieux faire. L'avantage avec l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré est qu'on est dans une période de vent favorable pour le changement de paradigme, pour la rupture totale avec les anciennes méthodes, les anciens systèmes. Et on n'a pas le droit d'échouer, on n'a pas le droit à l'erreur. On peut mettre nos égos de côté et se mettre ensemble pour pouvoir réussir cette révolution et impacter l'humanité tout entière. Alors, merci beaucoup. Sur ce,
Je vous dis merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cet entretien du début jusqu'à la fin. Nous voulons simplement vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. Il faut partager cet entretien-là. Il faut aussi commenter surtout parce que ça, c'est des points assez essentiels que notre invité a eu à partager avec nous. Ça pousse vers la réflexion et des analyses vraiment profondes et pertinentes. Et donc, merci d'avoir été là. Donc, je vous dis comme d'hab, Kembe Jam Palagé, bisous, câlins et à la prochaine émission. Il faut se rappeler que tout ce qui se fait en termes de collectivité revient une responsabilité individuelle et commune parce que rien ne peut se faire juste comme ça par un miracle. Tu as ta responsabilité, nous avons notre responsabilité, il faut faire les choses comme ça doit. Alors, ciao, Kembe Jam. Et à la prochaine. À bientôt. Ouais, à la prochaine. Merci.